Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 3, 2. Les deux éléments d'un acte social. Ces conduites d'imitation et de collaboration nous permettent de préciser les caractères des actions du stade social que nous avons indiquées brièvement en débutant. Les actions perceptives donnaient naissance à des objets particuliers. Les actes sociaux ont également créé un objet spécial que nous avons appelé le socius. Le socius n'est pas autre chose qu'un être vivant capable de provoquer chez certains autres êtres vivants ces actes de caractère particulier, les actions sociales. De telles actions présentent un premier caractère qui les distingue des conduites perceptives. Celles-ci sont adaptées à leur objet dans son ensemble. Le schéma perceptif, éveillé par une des stimulations qui viennent de l'objet, est déterminé une fois pour toutes et n'admet pas, sans changer complètement, des modifications importantes de cet objet. Comme nous le disons, du pain ne peut pas devenir du poison sans cesser d'être du pain, et sans que soit modifiée toute la conduite perceptive. Un socius ami peut devenir un ennemi sans cesser d'être le socius et même sans perdre son nom. Les sentiments dans le délire de persécution, Journal de psychologie, 15 mars 1932, page 232. Au contraire, les actes sociaux ne sont pas adaptés une fois pour toutes au socius. Ils varient selon que se modifie ce socius lui-même. Cette modification du socius, à laquelle les conduites sociales doivent s'adapter, est constituée par ces actes, et le premier caractère des actes sociaux consiste dans leur adaptation aux actes du socius. Adaptation surajoutée à celle du schéma perceptif de ce socius qui subsiste. Je dois modifier constamment ma conduite au cours même de l'action, suivant la réaction qu'elle provoque chez le socius dont je suis obligé de tenir compte. Il en résulte une certaine représentation de ces actes du socius qui s'est formée peu à peu par le mécanisme de l'imitation, et toute action sociale comporte, outre l'action personnelle du sujet, cette représentation des actes du socius à laquelle il doit s'adapter. Dans l'acte perceptif, l'individu qui mange un fruit n'a pas à ce moment d'autre action que celle de manger ce fruit. Dans la conduite sociale, l'individu qui agit doit avoir en même temps la représentation des actes de réaction du socius qui constituent pour lui une deuxième action simultanée à la première. Ce caractère double de l'acte social sera particulièrement visible dans l'acte du commandement que nous étudierons plus tard. Un acte commandé est un acte divisé en deux parties exécutées, l'une par le chef, l'autre par le sujet. Mais le chef ne peut pas ignorer la partie de cet acte exécuté par le sujet qu'il commande, qu'il surveille, qu'il récompense ou qu'il punit en raison de l'exécution de cette partie. Il doit donc maintenir simultané un acte de commandement, qui est la première partie de l'acte total, et l'action de surveillance de la conduite du sujet qui obéit. Cette complexité de l'action sociale, si visible dans le commandement et dans le langage, se retrouve dans toutes les actions sociales. Compatir à la douleur d'autrui ne consiste pas seulement à faire des actes pour le soulager, mais à répéter en dedans de nous-mêmes, à la phase de l'érection, les actes que nous ferions si nous avions la même souffrance. Plaindre et être plaint sont liés ensemble, comme parler et être parlé, comme commander et obéir. On ne lutte pas contre un socius de la même façon que contre un orage. On mêle aux actes de la lutte la représentation des actes du socius. On pense qu'il nous combat en même temps qu'on le combat. On ne peut pas regarder quelqu'un
sans avoir envie de prendre l'attitude que l'on aurait s'il nous regardait. On ne peut pas suivre quelqu'un sans la représentation qu'il fait l'acte de être suivi. On ne peut pas mépriser, haïr, insulter quelqu'un sans la représentation qu'il se tient comme un individu méprisé, haï, insulté. Il n'y a pas de maître sans esclave, de professeur sans élève, de père sans fils. Les conduites sociales ont, pour une grande part, contribué à la construction de notre personnalité, mais elles y ont contribué en nous donnant la personnalité du socius en même temps que la nôtre. Et ces deux personnalités sont restées toujours plus ou moins mélangées. Journal de psychologie, 15 mars 1932, page 227. C'est ce caractère double des actions sociales auquel M. Baldwin faisait allusion quand il appelait ces actions des conduites réciproques. Baldwin, Le darwinisme dans les sciences sociales, 1911, page 39. Ce caractère double est si important qu'il complique beaucoup les souvenirs, les imaginations, toutes les représentations des actions sociales. Dans la perception, au moment même de l'action, nous discernons facilement quelle est l'action que nous faisons nous-mêmes et quelle est l'action qui appartient au socius. Mais dans les représentations de ces actes, cette distinction devient beaucoup plus difficile et donne lieu à beaucoup d'erreurs. La distinction dépend toujours de l'addition de certains sentiments qui donnent à l'action un caractère personnel ou un caractère étranger. Mais quand les sentiments sont éveillés d'une manière incorrecte, ils amènent bien des confusions dans l'agir et le pâtir, si indissolublement associés. Des troubles importants, comme les sentiments d'emprise et les délires de persécution, peuvent en résulter. Les conduites sociales ainsi caractérisées par la réaction aux actes du socius et par le caractère double de l'action ont été très utiles et ont permis un plus grand développement de la vie psychologique. Elles ont d'abord augmenté la portée et la puissance des mouvements. Un individu, au stade perceptif, n'agit qu'autour de lui, dans un cercle limité et en proportion de ses forces. Associé avec beaucoup d'autres, il agit beaucoup plus loin et beaucoup plus fortement. Une seule fourmi ne peut pas couper une branche d'arbre. Si elle est réunie à des milliers d'autres, elle détruira des arbres entiers. En outre, un individu perceptif ne peut réagir qu'à des stimulations proches qui agissent sur ses organes des sens. Si un socius se trouve placé à la distance maxima à laquelle il peut se faire entendre, et si ce socius l'avertit, notre individu réagira à des stimulations beaucoup plus facilement. Quelle que soit l'importance de ces progrès et d'autres du même genre, l'importance la plus grande des actions sociales consiste dans ce fait que la réunion des deux actions en une seule prépare les combinaisons intellectuelles. Ces deux conduites différentes, marcher en avant et suivre, présentent chez les hommes bien des formes variées. Il est vrai que ces conduites humaines deviennent bien plus nettes et bien plus faciles à étudier quand on considère des hommes qui parlent. Nous reprendrons cette étude après le langage, surtout à propos de la croyance. Nous devons seulement étudier ici la forme élémentaire que prennent ces actes à leur début, en examinant quelques exemples. Tandis que la plupart des actions considérées au point de vue social ont leur stimulant à l'extérieur, dans les actions et surtout dans les paroles des socies, certains actes paraissent spontanés et avoir leur point de départ en nous-mêmes. Il est probable que des évolutions de tendance qui arrivent à des phases de besoin et d'érection, des associations de souvenirs, de paroles, que tout un travail plus ou moins conscient éveille
ces actes particuliers. Ces actes, que nous appellerons actes d'initiative, prennent souvent la forme des actes destinés à être imités, des actes de commandement. Sous le nom général d'actes inspirés, nous comprenons au contraire toutes les actions qui ont manifestement une origine sociale, qui ont été éveillées par la vue de l'acte exécuté par un autre ou par le commandement de ce socius. Ils prennent, en effet, le plus souvent, la forme des actes imités ou des actes d'obéissance. Nous retrouvons dans ces actes d'initiative ou dans ces actes d'inspiration le caractère double des actions sociales. Nous ne pouvons nous représenter notre initiative sans nous représenter en même temps que les autres ne font pas ou n'ont pas fait jusqu'à présent le même acte, qu'ils ont fait des actes différents, qui d'ailleurs nous paraissent inférieurs aux nôtres, que, s'ils font maintenant le même acte, ils le font par imitation ou par obéissance. En un mot, nous n'avons pas un acte d'initiative sans nous représenter chez les autres un acte inspiré. Et nous pouvons nous imaginer chez l'animal qui marche en tête du troupeau et qui regarde en arrière pour voir s'il est suivi, une complication de ce genre. Les actes inspirés, qui semblent l'inverse des premiers, en sont si bien une partie que l'on ne peut avoir le sentiment d'inspiration à propos d'un acte sans se représenter en même temps que ce même acte est chez un autre un acte d'initiative qui devient un objet de notre imitation ou qu'il est un commandement reçu par nous. L'attribution à un de nos actes de la forme de l'initiative ou de la forme de l'inspiration dépend de la prépondérance donnée dans la représentation à l'un ou à l'autre de ces deux éléments, et par conséquent de sentiments surajoutés. Comme ces sentiments sont des réactions secondaires ajoutées à l'acte, il faut nous demander pourquoi tel sentiment est éveillé de préférence et pourquoi il s'attache à l'une ou à l'autre partie de cet ensemble. La conduite différente des animaux du troupeau se rattache à des caractères psychologiques fondamentaux qui distinguent les actes d'initiative et les actes d'inspiration. Les actes d'initiative peuvent présenter certains avantages et amener une certaine excitation qui les fait rechercher, mais ils sont toujours plus difficiles et plus coûteux. Tout acte nouveau exige une plus grande dépense de force. Les actes d'imitation plus simples et moins excitants sont beaucoup plus économiques. L'exemple de l'acte exécuté devant nous ajoute une excitation à la faible force de la tendance et rend la répétition du même acte plus facile. Cela est si vrai que des animaux accidentellement séparés du troupeau ne savent plus agir isolément. Leur acte n'étant plus précisé, excité par l'exemple du chef, n'ayant plus d'écho chez les autres bêtes du troupeau, devient beaucoup plus difficile et se montre au-dessus des faibles forces de l'animal isolé. Nous sommes forcés de constater que, même parmi les divers individus d'un troupeau, en apparence bien semblables, il y a des forts et des faibles. Penser spontanément, disait Tarde, est toujours plus difficile que de penser par autrui. Il y a, comme un sommeil dogmatique, une magnétisation continue. Il en résulte que les sentiments, au moment où l'on agit d'une manière ou d'une autre, ne sont pas les mêmes. Il y a un sentiment d'effort et un sentiment de triomphe chez l'initiateur. Cette réaction de triomphe donne naissance à des idées et à des croyances de commandement obéi, et par conséquent à des idées de puissance. En général, l'obéissance n'est pas accompagnée par les mêmes sentiments de triomphe. Elle se présente plutôt avec un état d'indifférence et un sentiment de fatigue. Celui qui obéit constamment se sent mélancolique et vaincu.
j'obéis à tout le monde et au diable, disait une malade affaiblie. Ces complications se montrent dans d'autres actions sociales auxquelles nous ne pouvons faire ici qu'une brève allusion. Chez les animaux les plus élevés et surtout chez l'homme, se présentent les actes du don et du vol. Les hommes, et déjà quelques animaux, rattachent à leur personne des objets extérieurs. C'est le fait des appartenances. Celles-ci, au début, sont des parties de la personnalité et plus tard deviennent des propriétés rattachées à la personnalité par des conduites spéciales. Les hommes se conduisent vis-à-vis de ces objets comme ils se conduisaient vis-à-vis de leur propre corps. Ils respectent ces objets chez les autres et ne mangent pas leurs aliments, de même qu'ils ne mangeaient pas le corps des saucilles. Ils défendent les appartenances comme ils défendent le corps propre. Mais ils peuvent aussi, par certains actes, modifier plus ou moins les appartenances. Faire un don, c'est faire passer une appartenance personnelle à un autre, renoncer aux actes d'appartenance sur un objet et accepter qu'il soit fait par un autre. Voler, c'est faire l'acte inverse. Ces actes du don et du vol sont des actes doubles, comme les actes d'initiative et les actes inspirés. On ne peut avoir conscience de l'un ou de l'autre sans se représenter à la fois sa propre conduite d'appartenance vis-à-vis d'un objet et la conduite d'appartenance d'un autre à propos de ce même objet. Le changement d'appartenance, dans un sens ou dans l'autre, prendra l'aspect du don ou du vol suivant les sentiments surajoutés. D'une manière générale, les actes du don et du vol sont plus excitants. Les actes du recevoir et du être volé sont plus déprimants. Quand un individu constate une modification de ses appartenances et quand cette modification prend un caractère social, il est très influencé dans son appréciation de la situation par les sentiments qu'il éprouve. S'il constate une diminution de ses appartenances en éprouvant de la joie, il croira volontiers qu'il a fait un don. S'il sent une dépression, il se croira volé. Cette intervention des sentiments dans des actions complexes peut amener des erreurs, et nous avons déjà étudié bien des troubles bizarres dans les appréciations de la propriété. Des actes sociaux très importants peuvent être désignés par ces mots: le montrer et le cacher. Ces actes, que nous allons voir bientôt sous leur forme intellectuelle, ont leur début dans les simples conduites sociales. La mère montre de la nourriture à ses petits et la poule picore devant les poussins. Le paon étale sa roue devant la femelle. Bien des animaux cachent leur nourriture pour que d'autres ne la mangent pas, comme l'avare cache ses trésors pour qu'on ne les lui vole pas. L'acte de montrer son corps, se montrer, est souvent nécessaire pour courtiser la femelle, pour être choisi, être suivi, pour commander. C'est la conduite du être en public ou du être présent, être accessible aux perceptions et aux réactions des autres. Inversement, se développe la conduite de se cacher, qui a été au début une des formes de la défense la plus usitée. On se cache, on est caché, quand les autres ne peuvent ni nous percevoir, ni nous atteindre, quand pour eux, on est absent. C'est ce qui détermine la conduite du être seul, quand on échappe à la perception de tous les autres par la distance, par l'obscurité, par les objets opaques. C'est une conduite particulière, voisine des conduites du être deux, être plusieurs, être devant le maître, être dans la foule, être en public.
Une autre complication remarquable se présente quand ces actes de montrer et de cacher sont appliqués à nos propres actions et surtout au commencement d'action, aux actes en érection, aux sentiments. Il faut placer ici les actes publics qui provoquent chez les autres les attitudes de présence. Ce sont des actes accomplis devant les autres à portée de leur perception, de manière qu'ils puissent réagir pour nous aider ou nous arrêter. Ces actes sont devenus le point de départ du langage, car on montre surtout dans le langage les gestes qui caractérisent le début de l'acte. La conduite, qui consiste à cacher non son corps, mais ses actes, donne naissance aux actes secrets, aux intentions, aux pensées. Comme nous l'avons étudié dans le cours sur la pensée intérieure, 1926, la pensée est la forme que prend l'acte du être seul, l'acte du secret quand il est poussé à son dernier terme. Nous avons bien vu que cette propriété de la pensée d'être intérieur, de ne provoquer de réaction qu'en nous-mêmes, n'est pas une qualité primitive de certaines conduites, mais qu'elle est une forme de conduite sociale lentement acquise au cours des siècles. Il est nécessaire de bien comprendre ce caractère actif de la conduite de la pensée pour expliquer tous les troubles qu'elle peut présenter. Toutes ces conduites sont des conduites sociales. Dans l'acte du « être seul » entre encore la représentation des autres hommes et surtout d'une personne déterminée que l'on cherche particulièrement à éviter. Il ne s'agit pas du tout de la conduite primitive de l'isolement chez des êtres qui ont toujours vécu isolés. Il s'agit de la conduite d'êtres qui vivent en société, qui ont des attitudes spéciales devant les autres et qui momentanément suppriment ces attitudes. On se sent seul quand on se représente qu'on n'est pas surveillé, que l'on n'a plus d'égards à observer, que l'on simplifie sa conduite en se représentant les actes que l'on supprime. La conduite de l'intention et la conduite de la pensée n'existeraient probablement guère chez un homme qui aurait toujours vécu isolé, si toutefois on peut le concevoir. N'ayant aucune raison de cacher ses actes ou ses intentions, il n'aurait construit ni la conduite du secret, ni la conduite de la pensée. Il pense, et il a conscience de penser, parce qu'il a en même temps la représentation de l'accueil qui serait fait à ses intentions, parce qu'il veut éviter la publicité. Il résulte de ce caractère social que tous ces actes, aussi bien ceux de être seul et du secret, que ceux de la publicité, sont également des actes doubles, comme le commandement et l'obéissance. On ne peut pas se sentir bien en public, se sentir perçu et compris, sans se représenter l'attitude que les autres prennent vis-à-vis de nous, et celle qu'ils auraient en notre absence, s'ils ne nous voyaient pas et ne nous comprenaient pas, puisque précisément, on cherche à éviter cette dernière attitude des autres. On ne peut pas avoir conscience du secret de la pensée sans se représenter l'opinion qu'auraient les autres s'ils la pénétraient. Ici encore, il y a une distinction difficile à faire entre deux termes toujours unis et qui ne prennent une valeur différente que par l'intervention des sentiments. Ces deux conduites publiques et secrètes ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Suivant les circonstances, et surtout suivant l'état des forces de l'individu, il préférera l'une ou l'autre et caractérisera l'une ou l'autre de ses conduites par des sentiments de joie ou de tristesse. Ces réflexions montrent un peu la complexité des conduites sociales, leur caractère double et le rôle des sentiments dans leur interprétation. Après ces résumés un peu abstraits de nos anciennes leçons,
Un exemple peut mettre en relief les complexités que peut présenter la conduite d'un animal au niveau social. Et je vous rappellerai les prouesses d'un chien de berger. J'ai assisté dans les Pyrénées au travail d'un chien de berger tout à fait isolé pour rassembler un troupeau. Les troupeaux de la montagne sont souvent plus embarrassants que ceux de la plaine, car ils se composent d'animaux différents, de bœufs, de vaches, de moutons et surtout de chèvres, ces animaux capricieux et difficiles qui, à l'heure de rentrer, se plaisent à grimper sur des rochers inaccessibles. L'étable se trouvait sur un versant d'une vallée parcourue au fond par un torrent, et le troupeau était dispersé de l'autre côté du vallon, au-delà du torrent. Le fermier se posta sur un rocher du versant où était l'étable et envoya simplement le chien de l'autre côté sans l'accompagner. Le chien dévala le versant, traversa le torrent et se trouva de l'autre côté, à plus d'1 kilomètre de son maître, qu'il ne pouvait plus entendre, mais qu'il pouvait encore voir de temps en temps. Il était seul, abandonné à son initiative. Pendant 1 heure, il courut dans les bois, les prés et les rochers pour découvrir les bêtes une à une. Quand il en avait trouvé une, il se montrait à elle, la poursuivait et la forçait à descendre jusqu'au bord du torrent. Il eut beaucoup de peine avec les chèvres, et de temps en temps, il gémissait au pied d'un rocher trop difficile à escalader et sur le sommet duquel la chèvre le narguait. Les bêtes rassemblées, il sembla les compter en faisant le tour et en ramenant un animal qui s'égarait. Puis, il fit tout seul traverser le torrent par son troupeau et le conduisit sur le versant où était resté son maître. Je ne vous ai pas dit qu'au début, il y avait près du chien de berger un autre petit chien, encore très jeune et incapable de travailler. Ce jeune chien s'était arrêté avant le torrent et se bornait à suivre des yeux le travail de son aîné, comme s'il assistait à un cours. Quand le torrent fut traversé par le troupeau, le vieux chien cessa de travailler et il laissa le petit chien conduire les bêtes jusqu'à l'étable, ce qui était facile. Il remonta de son côté en flânant et se rendit seulement auprès du fermier pour réclamer quelques caresses. On pourrait décrire dans la conduite de ce chien de berger la plupart des opérations de l'intelligence élémentaire que nous allons étudier. Le détour, la production d'un travail et d'un résultat prévu, la collaboration et la division des actes, le commandement et peut-être le début de l'enseignement. Ce qu'il cherche à faire, le schéma de l'acte total, est bien de faire rentrer à l'étable toutes ces bêtes qu'il connaît. Il n'oublie pas cet acte, puisqu'il finit par l'accomplir, mais bien souvent il court dans une direction tout à fait opposée. Il fait en même temps d'autres actes, tout différents et compliqués. Il réagit sans cesse à de petites difficultés qui se présentent au cours de l'acte total. C'est bien là l'essentiel des actes de collaboration, des futurs actes de commandement bien différents de la simple action du meneur que nous étudierons plus tard chez le chien de chasse à courre. Nous sommes tout à fait au début de l'intelligence et il ne s'agit cependant que des conduites sociales un peu perfectionnées qui nous serviront de transition pour arriver à l'intelligence. Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 3, 3. Les cérémonies. Je voudrais rappeler encore un autre fait social qui prendra une grande importance, celui des fêtes, des cérémonies qui existent déjà chez les animaux sociaux et qui va avoir un grand développement dans les populations humaines primitives. Le livre d'Espinasse sur les sociétés primitives, le livre de J.C. Houzeau
les facultés des animaux comparées à celles des hommes, le livre de Kropotkin, Mutual Aid, nous décrivent beaucoup de ces réunions, les assemblées des hirondelles avant le grand voyage, celles des pies, des corbeaux, celles des singes, qui font grand tapage en frappant sur des troncs d'arbres, etc. Boxweiler, Esquisse d'une sociologie, 1906, page 89. On trouve beaucoup de ces réunions chez les primitifs. Elles existent encore aujourd'hui avec beaucoup de complications. Durkheim, dans son livre sur les religions primitives, a fait une description restée classique d'une de ces cérémonies, des fêtes de l'Ichthysuma chez les Australiens. Cette cérémonie est célébrée à la fin de la période sèche, quand la végétation va renaître et que les animaux vont pulluler. Ces populations sauvages interrompent leurs travaux ordinaires. Ils font souvent de longs trajets pour arriver à se réunir. Costumés d'une manière spéciale, ils dansent et crient en commun dans une même enceinte. Puis, ils absorbent tous ensemble une nourriture spéciale. Chacun mange une pincée d'une poudre faite avec des chenilles desséchées et écrasées. Cette préparation de la cérémonie, cette sorte de communion que font tous ces individus en mangeant ensemble un peu du même aliment, leurs cris, leur tapage, leur joie, tout cela se retrouvera dans la plupart des réunions populaires. Ce qui caractérise ces cérémonies, c'est d'abord la réunion et l'effort pour se réunir, quand ils vivent d'ordinaire dispersés. C'est ensuite la communauté des actes, souvent peu utiles en eux-mêmes, qui sont faits visiblement en vue de créer cette uniformité. Ils sautent, ils crient tous ensemble, de la même manière, ils mangent le même aliment. L'effort vers l'uniformité est si grand que l'on expulse les individus non conformes et que des gardes placés autour du lieu de réunion empêchent les étrangers de pénétrer dans le terrain réservé. Cet effort, pour arriver à la prise de conscience du groupe, est si frappant que Durkheim n'était pas loin d'admettre une sorte d'âme du groupe qui se constituait et qui acquerrait une vie propre. Nous n'osons pas aller si loin et nous ne constatons d'action en rapport avec le groupe que chez les individus mêmes qui le constituent. Mais il est juste de remarquer, chez eux, des actions particulières en rapport avec l'uniformité des membres de la société, actions qui vont devenir le point de départ de véritables objets intellectuels comme le totem du groupe. L'association pour la vie, disait Tarde, se nourrit de similitudes. On ne s'allie, on ne s'aime vraiment qu'entre semblables. Tarde, Revue philosophique, 1893, Grand 2, page 579. Mais les similitudes sont rares et on peut les attendre longtemps si on se borne à profiter des similitudes fortuites. Ce qui caractérise les sociétés, c'est que les individus remarquent les similitudes quand elles existent, qu'ils les cherchent et qu'ils travaillent à les produire. Ce qui est aussi caractéristique dans ces fêtes, c'est l'excitation qu'elles procurent à tous ceux qui y prennent part. Les aliénistes avaient déjà signalé les phénomènes d'excitation dans les maladies mentales, et dans plusieurs ouvrages, j'avais montré le rôle de l'excitation dans le traitement des névroses et les recherches à l'excitation psychologique chez les malades. Les médications psychologiques, 1919, Grand 3, les traitements par l'excitation. Durkheim a voulu appliquer à l'interprétation des conduites cérémonielles des primitifs ces notions de psychologie pathologique. Il a montré que ces individus qui se réunissent de cette façon sont satisfaits et joyeux pendant la fête et qu'ils sortent réconfortés, plus capables qu'auparavant d'affronter le travail pénible et les luttes de la vie.
Cette excitation qui arrête les dépressions, qui soulève l'homme au-dessus de lui-même en rendant à ses actions de la force et de la tension, est un phénomène aujourd'hui bien connu. L'excitation apparaît sous bien des influences. Elle peut être consécutive à l'usage de certains aliments et même de certains poisons. Elle est produite par le simple exercice de certaines actions, comme les mouvements violents et les cris. Mais elle apparaît surtout à la suite de certaines actions sociales, et c'est là le point de départ de bien des recherches de la domination, de la direction ou de l'amour. Nous voyons ici cette excitation sociale sous sa forme la plus simple, dans ses réunions et ses fêtes. Elle dépend de l'imitation, de la conformité elle-même, des danses et des cris en commun. Comme disait Tarde, c'est la foule qui se donne en spectacle à elle-même, qui attire et admire la foule. Durkheim a fait une étude intéressante sur les consolations de la tristesse par les réunions, les cérémonies bruyantes qui se font autour des enterrements. La douleur des parents du mort, au lieu d'être augmentée par les manifestations plus ou moins vraies de la douleur des autres, est diminuée par l'excitation que cause la réunion, l'imitation d'une foule considérable. Un point sur lequel il faut insister, c'est que cette excitation par la réunion ne se produit pas ici d'une manière accidentelle, comme cela arrive probablement dans des réunions d'animaux. Cette excitation semble avoir été plus ou moins constatée et recherchée. Ces primitifs cherchent à la reproduire sans se rendre bien compte du procédé qu'ils emploient. Il s'agit en réalité d'un acte de jeu dont nous étudierons le mécanisme. On recherche une réaction de triomphe après des actions réduites, simples et peu coûteuses. L'intelligence sera plus tard le développement de ces premiers phénomènes sociaux qui amènent l'excitation et la joie. Cette excitation sociale n'apparaît pas seulement dans les grandes fêtes où la foule est réunie. Elle peut être procurée par des réunions beaucoup moins nombreuses avec des individus déterminés. Les hommes trouvent cette excitation dans les relations sexuelles, dans l'exercice de la domination sur un petit nombre de personnes, dans les compliments et les flatteries qu'ils reçoivent de quelques personnes. Ces individus, dont on attend le réconfort, forment un groupe distinct de la société complète dont nous venons de parler. Nous les avons désignés sous le nom de groupe des familiers. L'année dernière, en étudiant les sentiments des persécutés, nous avons remarqué que ces malades, sauf dans les dernières périodes, n'éprouvent pas leur sentiment d'emprise à propos d'une personne quelconque. Le persécuteur se recrute toujours dans ce groupe spécial des familiers. Il s'agit d'individus auprès desquels nous avons l'habitude de rechercher les excitations sociales par la conversation, qui est un jeu du langage, par des controverses, qui sont des jeux de la bataille, par des dominations, des exigences de compliments et de caresses. Toujours, nous attendons des familiers des conduites spéciales qui nous donnent des excitations et des joies. Le délire de persécution vient souvent d'un insuccès dans la recherche de ces excitations sociales. Les réunions amicales entre des individus déterminés commencent de bonne heure et préparent l'intervention de l'intelligence dans ces groupements sociaux. C'est ainsi que le groupe se constitue psychologiquement. La réunion d'un certain nombre d'êtres vivants de la même espèce commence accidentellement comme conséquence de la génération ou des circonstances externes qui rassemblent ces êtres au même endroit. La société se forme ensuite par une série de conduites qui transforment ces premiers rassemblements mécaniques en une réunion psychologique formée et entretenue par des conduites sociales.
des réactions perceptives particulières, analogues à celles du corps propre, ont constitué l'homme distinct des autres objets et vis-à-vis duquel on a déjà des conduites particulières, puis de nouvelles conduites, les réactions aux actes et l'imitation, qui sont les premières conduites sociales, ont constitué le socius. On peut dire que les premières formes des réunions de ces socii ont été quelque chose d'analogue à ce que nous appelons aujourd'hui la foule. Tous les visages ont le même masque, toutes les voix ont le même cri. À voir dans toutes les figures l'image de son désir, à entendre dans toutes les bouches la preuve de sa certitude, chacun se sent emporté sans résistance dans la conviction de tous. Le corps social est véritablement réalisé, la représentation de la société survit à la réalisation de la société. H. Baer, La synthèse historique, 1911, page 167-168. La foule, sous cette forme inférieure, n'existe plus guère aujourd'hui que sous forme momentanée à la suite d'une dépression générale. Des actes nouveaux et plus précis se surajoutent aux premiers actes sociaux, en particulier les conduites hiérarchiques, les recherches de l'excitation dans les réunions publiques ou particulières, qui sont des sortes de jeux des actions sociales. Ces nouvelles conduites donnent naissance aux sociétés hiérarchiques, dans lesquelles se groupent non seulement les compatriotes, mais encore les familiers. On a dit quelquefois que les sociétés étaient fondées par la force du groupe qui s'imposait à l'individu, comme Durkheim l'a quelquefois laissé entendre. Ce n'est pas très intelligible, car pour que la société ait cette force, il faudrait qu'elle existât déjà. La société ne se forme pas non plus par la guerre, comme l'a dit le Dantec. Elle se forme graduellement par une série d'actes inventés par l'homme, puis répétés, superposés les uns aux autres, parce qu'ils étaient utiles et qu'ils amenaient des progrès.